Le 16 mars dernier, en plein milieu de ma préparation pour la Spartan Ultra de Morzine, je participais au premier trail de ma prépa, une course de 15 km et 800 mètres de D+. Tout se passait super bien, je m'étais jamais sentie aussi en forme et d'après mon coach, tous les signaux étaient au vert. Mais ce que je redoutais arriva. Je me suis blessée durant la course. Une blessure qui a même empiré au cours de la semaine de récupération qui a suivi ma course. Est-ce que cette blessure allait signifier la fin de ma préparation? Ou est-ce que j'allais pouvoir rapidement me remettre sur pied pour accumuler le volume nécessaire pour relever mon grand défi de juillet? Dans cette vidéo, je vous présente mon processus de gestion des blessures et de rééducation. Je vous donne aussi plusieurs pistes pour prévenir certaines blessures en course à pied, notamment les périostites, et je vous explique les variables les plus importantes à maîtriser pour une reprise progressive de la course à pied après un temps d'arrêt. Bien sûr, vous saurez aussi si j'ai pu, oui ou non, participer à l'Ultra Spartan de Morzine. Et petit teaser en plus, j'ai aussi une annonce à vous faire, mais pour ça, il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo. Quand je me suis lancé le défi de l'Ultra Spartan de Morzine, je savais que je courais un risque non négligeable de me blesser. Déjà parce qu'on parle d'une distance et d'un dénivelé très éloigné de ce que j'ai pu faire jusqu'ici, ce qui signifiait que j'allais devoir augmenter mon volume d'entraînement assez drastiquement en très peu de temps. Mais aussi parce que par le passé, j'ai eu des périostites tibiales à répétition au cours des 10 dernières années et que je risque fortement de les voir réapparaître si la charge d'entraînement n'est pas bien maîtrisée. Lorsque je me suis fixé cet objectif, j'avais donc décidé de prendre les devants et de faire le maximum pour prévenir les blessures. La première mesure que j'ai prise évidemment, c'est que j'ai pris un coach pour gérer ma préparation, en particulier la progression de la charge d'entraînement. Et ça, c'est ce que j'ai détaillé dans la dernière vidéo sur ma préparation pour mon Ultra Trail. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller la voir. Je partage plein d'infos intéressantes sur l'entraînement en trail, en particulier pour les personnes qui ont déjà une certaine condition physique, mais qui débutent en trail. Deuxième mesure, j'ai fait beaucoup de renforcements spécifiques pour les muscles des pieds et des tibias. Et troisième mesure, je suis allée voir un podologue pour faire analyser ma posture et ma foulée et identifier d'éventuels déséquilibres ou faiblesses. Et c'est de ces deux dernières mesures en particulier que je vais vous parler aujourd'hui. Le podologue que j'ai consulté a pu mettre en évidence que j'avais, comme pas mal de gens, ce qu'on appelle le syndrome des pieds plats et une hyperpronation à la course et à la marche. En gros, ça signifie que ma voûte plantaire, la courbure normale du pied est affaissée ou aplatie et que mes pieds, du coup, roulent exagérément vers l'intérieur quand je pose les pieds au sol. Or, une voûte plantaire raide et gainée, c'est justement un des premiers mécanismes de protection contre les chocs en course à pied. L'arche du pied, c'est ce qui va permettre d'absorber le choc au moment de la pose du pied et agir comme une sorte de ressort en restituant l'énergie absorbée sous forme d'énergie élastique pour propulser le pied, la jambe et tout le corps vers l'avant. Si la voûte plantaire est affaissée, qu'on a les pieds plats, les chocs ne peuvent plus être absorbés à ce niveau-là et ils se répercutent sur les autres structures, les chevilles, les genoux, les tibias, le dos, et ça peut donc jouer un rôle sur le développement d'une périostite et d'autres blessures ou douleurs. Quant à l'hyperpronation, en soi, c'est pas forcément un problème. Le mouvement de pronation, c'est-à-dire les pieds qui roulent légèrement vers l'intérieur lorsqu'on pose le pied au sol, c'est un mouvement normal et nécessaire du pied. Quand on parle d'hyperpronation, on parle d'un roulement exagéré. Or, les spécialistes ne sont pas tous d'accord pour définir où se trouve la limite, le point où on dépasse la pronation normale, qui ne pose pas de problème. Et il y a certains coureurs qui présentent une pronation qui semble excessive, qui dépasse de toute évidence la normale, et qui sont pourtant extrêmement efficients, qui ne se blessent jamais. Donc, c'est pas toujours lié à un risque de blessure plus élevé. Mais même si les études ont montré des résultats contradictoires sur le rapport de causalité entre hyperpronation et blessure, certaines études suggèrent tout de même un lien entre l'hyperpronation et l'apparition des périostites. Une hyperpronation, ça pourrait mettre une tension excessive sur le muscle tibial antérieur, un muscle supinateur du pied, qui a justement pour rôle de contrer ou de limiter l'hyperpronation. Mais le tibial antérieur se fatigue très rapidement, surtout lorsqu'il est sursollicité ou lorsqu'il est plus habitué à jouer son rôle. Et ce sont les muscles superficiels des mollets, en particulier le muscle solaire, qui sont alors contraints de prendre le relais et d'assumer une fonction supplémentaire. Et les tensions excessives exercées sur le tibial antérieur et le solaire pourraient justement être un des facteurs à l'origine de l'inflammation du périoste. Dans tous les cas, peu importe que le lien avec les périostites soit établi et vérifié ou non, le renforcement spécifique des muscles du pied et des muscles des tibias est un des meilleurs outils de prévention des blessures et d'amélioration de l'efficience de course.
J'avais donc ajouté dans mon programme des exercices de gainage du pied pour améliorer la raideur de ma voûte plantaire, par exemple l'exercice de la serviette, l'écartement des orteils ou le gainage de l'arche plantaire sans utiliser les orteils. Ce travail de gainage du pied doit non seulement aider à prévenir les blessures en permettant de mieux absorber les chocs, mais aussi à améliorer l'économie de course en améliorant le retour élastique lors de la propulsion. En plus de ça, j'ai fait des exercices pour renforcer mon muscle tibial antérieur, le muscle dont j'ai parlé avant, qui permet de limiter l'hyperpronation du pied à la marche et à la course et qui peut se fatiguer très rapidement. L'objectif, c'est vraiment de le renforcer pour qu'il remplisse son rôle de manière plus efficace et de le rendre plus endurant et résistant pour lui permettre de mieux tolérer la surcharge. Et enfin, j'ai aussi passé du temps à renforcer mes mollets par des montées de mollets avec charge pour les rendre là aussi plus endurants et pour qu'ils soient capables d'encaisser davantage de charge et de tension lorsqu'ils viennent assister le travail du tibial antérieur et qu'ils soient plus résistants face au choc. C'est d'ailleurs cet exercice-là qui est recommandé en premier lieu pour la prévention des périostites en particulier. Parallèlement à ce travail de renforcement, j'ai aussi beaucoup utilisé le rouleau de massage pour masser mon périoste et mes mollets. Quand on court beaucoup, les mollets peuvent accumuler rapidement beaucoup de tension parce qu'ils sont constamment sollicités. Le rouleau permet justement d'appuyer sur les nœuds et les points sensibles et ça peut aider à réduire les tensions et aider dans la prévention des périostites. En tout cas, depuis que je suis beaucoup plus régulière et disciplinée sur l'utilisation du rouleau et le traitement de mes mollets, je vois vraiment une différence. J'ai évidemment toujours des tensions, mais j'ai beaucoup moins de nœuds et de points vraiment très sensibles. Et enfin, dernier point important pour prévenir les blessures, j'ai aussi fait très attention à garder une cadence assez élevée de minimum 170 pas par minute. Je faisais déjà attention à ça avant, parce qu'on sait que ça peut avoir une influence sur l'apparition des blessures, et notamment des périostites. Car moins on fait de pas par minute, plus on a une foulée longue, plus les chocs sont élevés. Et quand on n'en a pas l'habitude, réduire sa foulée et augmenter sa cadence, c'est pas très confortable, parce qu'il faut apprendre à tourner plus vite les jambes, mais on s'y habitue assez rapidement au final. Comme je l'ai dit, je suis aussi allée voir un podologue au début de ma prépa et comme je m'y attendais, il m'a conseillé des semelles orthopédiques. Avant de m'adresser à lui, j'avais quand même fait mes recherches parce que je sais que bien souvent, les podologues recommandent le port de semelles et ont des intérêts à nous recommander des semelles parce que ça fait partie de leur business et que c'est un de leurs outils de traitement principaux. Et il y a vraiment des cas où les semelles sont indiquées et peuvent aider si elles sont portées temporairement, notamment pour soulager certains types de douleurs. Mais en général, d'après les avis d'experts, comme des physios ou des spécialistes de la biomécanique en course à pied, les semelles viennent souvent simplement compenser un manque de force, des faiblesses ou des déséquilibres dans les muscles du pied, mais ne les corrigent pas. Donc à long terme, elles ne vont pas régler le problème. En l'occurrence, je suis allée voir un podologue qui travaille avec une marque qui produit des semelles appelées des activateurs plantaires, c'est-à-dire des semelles souples et non rigides qui ne vont pas complètement soutenir le pied, mais qui sont censées accompagner le pied dans son fonctionnement naturel et stimuler les muscles du pied pour leur réapprendre à s'activer correctement. Évidemment, il n'y a pas d'études indépendantes qui ont été faites sur ces semelles, donc à savoir si elles remplissent vraiment ce rôle, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais j'avais quand même décidé d'ajouter ça à mon arsenal de prévention et de tester ça, car il y a des indications dans la littérature scientifique, même si peu nombreuses et pas forcément très nettes, que des semelles adaptées pourraient jouer un rôle dans la prévention des périostites. Et comme je l'ai dit, j'étais prête à tout mettre en œuvre pour réduire ce risque, donc je cours avec ces semelles depuis le début de l'année. Mais si vous avez vous aussi une périostite ou d'autres blessures ou douleurs au niveau du pied, des tibias et des mollets, je vous recommande d'aller d'abord voir un autre professionnel, un kiné, un physio, un médecin du sport, ou alors un podologue de confiance dont vous savez qu'il ne prescrit pas systématiquement le port de semelles avant de vous décider pour ça, parce que c'est vraiment pas la panacée. Donc voilà tout ce que j'avais mis en place pour progresser sans me blesser. Et mes premiers mois de prépa, de janvier à mars 2025, s'étaient extrêmement bien passés. J'avais pu augmenter progressivement mon volume à environ 40 km de course par semaine, sans douleur, sans alerte et de façon très fluide. Je me sentais bien, j'étais à l'aise dans mes chaussures et avec mes semelles, j'avais réalisé absolument tous mes entraînements, terminé toutes mes sorties longues et je me sentais à l'aise et je sentais que je progressais bien. Et donc un trail de 15 km ne devait pas poser de problème. Mais comme annoncé, ça s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai ressenti une légère gêne au mollet droit durant la course, dans les dernières 45 minutes environ, dans la deuxième moitié de la descente.
Je me suis pas alertée sur le moment, je me suis pas trop posé de questions parce que les gênes de ce type à l'effort, ça arrive, mais souvent ça passe après. Je me suis dit que c'était juste une gêne normale due à l'intensité de la course qui allait passer avec la semaine de récupération qui allait suivre. Mais durant ma première sortie, la gêne au niveau du mollet ou du tibia est non seulement revenue, mais elle s'est aussi accentuée, à tel point que j'ai pas pu terminer ma sortie. J'ai vraiment dû m'arrêter après 30 minutes et marcher tellement la douleur était vive. Et probablement que j'aurais même dû m'arrêter avant, mais bon, tu sais, quand on est têtu. C'est là que j'ai compris que c'était pas une douleur habituelle ou normale. À ce moment-là, j'étais convaincue que c'était ma périostite qui s'était réveillée. J'en ai évidemment parlé à mon coach, qui m'a imposé le repos en course à pied. J'ai recommencé à me faire des massages et à utiliser le rouleau encore plus régulièrement et de façon beaucoup plus ciblée. Mais heureusement, je pouvais continuer au moins mes entraînements de force et le renforcement spécifique. Et c'est aussi là que l'entraînement croisé, et dans mon cas le vélo, est particulièrement utile. Je faisais déjà pas mal de séances de vélo avant pour augmenter mon volume d'endurance, mais là bien sûr avec cette blessure, en rééducation, c'est devenu mon outil d'endurance unique, si on exclut quelques séances de Stairmasters pour simuler les montées en trail. Après un mois sans course, du coup la douleur était passée et j'avais retenté de courir le 13 avril, une sortie très tranquille de 30 minutes qui avait provoqué aucune douleur, donc c'était bon signe. Mais j'avais toujours une zone très très dure sous la peau sur environ 10 à 15 cm le long de mon tibia qui recouvrait la zone où j'avais eu ma douleur. Et comme on ne savait pas du tout ce que c'était, mon coach m'a à nouveau imposé le repos en course jusqu'à ce que j'aie un vrai avis médical. J'ai donc fini par aller voir un médecin du sport et par faire un écho-doppler. C'est une forme d'imagerie qui permet de voir les tissus et les vaisseaux sanguins. Et on a découvert en fait que la zone dure sous la peau était une partie de la couche graisseuse sous-cutanée qui avait gonflé et qui s'était durcie pour former un œdème. Et selon le médecin, vu l'endroit où j'avais mal à la base, ce que j'ai eu n'était probablement pas une périostite, mais une lésion musculaire mineure du type élongation ou contracture. Peut-être due à une intensité soudainement trop élevée le jour de la course, ou alors, c'est l'analyse que j'en ai faite en tout cas, j'avais probablement pas fait suffisamment de travail d'intensité en descente avant ma course. Mon coach m'avait programmé plusieurs sorties longues avec du dénivelé, mais je devais les faire en zone 2, donc une intensité extrêmement faible, et je courais donc super lentement dans les descentes. Mais évidemment, pendant la course, j'ai vraiment tracé, j'ai dévalé les pentes, et mes mollets étaient probablement pas préparés à encaisser de tels chocs. Et je sais pas comment ça se fait qu'on n'avait pas réalisé avec mon coach qu'on devait davantage travailler ça en préparation, parce qu'on sait qu'en trail, c'est vraiment les descentes qui traumatisent le plus. Ça nous a échappé, mais c'est sûr qu'à l'avenir, je vais plus reproduire cette erreur. Au final, évidemment, ça a bien fait rire le technicien de l'écho-doppler, qui avait rarement vu un œdème aussi étendu, mais en réalité, c'est rien de grave, parce qu'on a pu voir avec l'imagerie que le muscle n'affichait plus aucun signe de lésion et qu'il n'y avait pas non plus de signe de périostite, donc il n'y avait plus aucun vrai frein à ma reprise de la course à pied. J'ai donc enfin vraiment pu reprendre les entraînements de course le 13 mai, 2 mois après ma blessure, avec progressivité bien sûr. Comme toujours, c'est la clé. Parce que lorsqu'on revient à la course après un temps d'arrêt, même court, on ne peut pas revenir directement au volume qu'on faisait avant. Et ce, d'autant plus lorsqu'on revient d'une blessure. On va y aller progressivement. Même si j'aimerais faire plus et que je me sens de faire plus, effectivement, la discipline elle est là en fait aussi, de se freiner pour la reprise. Dans ce cas, il y a 3 variables principales à prendre en compte. La fréquence des sorties, le volume de course et l'intensité des séances. Dans la plupart des cas, en reprise, on va réduire drastiquement le volume et éliminer l'intensité. Il n'y a pas de règle fixe pour la baisse du volume, mais en général, on va chercher entre un quart et la moitié du volume qu'on faisait avant de se blesser. Dans mon cas, je faisais environ 5 heures de course et 40 km avant ma blessure, et j'ai repris en faisant moins de 2 heures de course et 14 km dans la semaine, soit environ un tiers de mon volume maximal. Et à partir de là, on va augmenter le volume très progressivement, de semaine en semaine, de préférence en se fondant sur le temps passé à courir plutôt que sur le nombre de kilomètres. Là aussi, il n'y a pas vraiment de règle fixe. Certains parlent de 10% en moyenne d'augmentation par semaine, mais ça reste une moyenne et c'est très très individuel. En général, mieux vaut être plus conservateur au début de la reprise, durant les premières semaines, pour vraiment consolider les adaptations et s'assurer qu'il n'y a plus de douleur, plus de points de tension ou de gêne. En reprise, on va aussi particulièrement s'intéresser à la fréquence. Contrairement au volume et à l'intensité, la fréquence des sorties, c'est la seule variable qu'on va chercher à maximiser en reprise.
Selon la clinique du coureur, mieux vaut privilégier une fréquence élevée, c'est-à-dire répartir notre volume hebdomadaire sur un maximum de sorties dans la semaine, au minimum 4 et jusqu'à 6 jours par semaine si possible, mais en effectuant un volume quotidien très faible. Par exemple, on peut commencer par seulement 10 à 20 minutes par jour. Il semblerait en effet qu'appliquer un stress mécanique faible, mais fréquent, sur les structures concernées, c'est ce qui va le mieux favoriser et consolider les adaptations pour une reprise sans rechute. Dans l'idéal, en reprise, on va aussi alterner course et marche et pas faire 20 minutes d'affilée de course, pour permettre au corps d'encaisser les chocs sans trop de fatigue. Même sur des sorties déjà très courtes, on peut alterner au tout début entre 2 à 4 minutes de course et 1 minute de marche pour un total de 15 à 20 minutes. Durant ma reprise, je faisais justement des sorties d'environ 15-20 minutes par jour, 4 à 5 fois par semaine, par bloc de 4 à 5 minutes de course. Et c'est seulement une fois qu'on a retrouvé notre volume d'avant-blessure, qu'on est capable de faire des jogs de 45 minutes à 1 heure et qu'on court si possible au moins 4 fois par semaine, et tout ça sans aucune douleur, qu'on va pouvoir recommencer à ajouter de l'intensité, là aussi en y allant progressivement. Si ça vous intéresse, je vous ai mis en description un lien vers des programmes de reprise gratuits qui sont proposés par la clinique du coureur. Donc après environ 5 semaines, grâce au suivi et au programme de mon coach, j'avais retrouvé mon volume de 40 km par semaine. Vers la fin du mois de juin, j'ai même atteint les 50 km par semaine sans aucune douleur. Malgré tout, avec seulement 40 à 50 km par semaine et 2 mois d'arrêt de la course sur une préparation de 6 mois, ça pouvait pas être suffisant pour préparer adéquatement les 50 km et 4000 mètres de dénivelé de l'Ultra Spartan de Morzine. J'aurais pu décider de forcer et de tenter quand même ma chance, d'y aller au mental et de tester ma résilience face à un défi pour lequel j'étais clairement pas prête. À coup sûr, j'aurais poussé sur des douleurs anormales. À coup sûr, je me serais pas écoutée dans une forme d'entêtement alimentée par le désir de préserver et de gonfler mon ego. À coup sûr, je me serais blessée. J'aurais pu décider de me jeter à l'eau si j'avais conçu ce défi comme un défi ultime, un défi que j'aurais considéré comme un aboutissement, un point final pour ensuite passer à toute autre chose. Mais ma vision de l'entraînement et de mon évolution en course à pied et en trail, c'est une vision à long terme. Le but pour moi, c'est pas juste de terminer une course en particulier, de relever un défi unique sur un laps de temps bien défini. Je m'entraîne parce que j'aime fondamentalement m'entraîner, parce que je veux faire de l'ultra-endurance à long terme, je veux pouvoir continuer à m'entraîner, à m'améliorer en course à pied toute ma vie, ou en tout cas encore très longtemps. Je veux pouvoir relever défi après défi et ne pas me cramer d'entrée de jeu. Quand on se penche sur ce qui motive les gens à s'entraîner, on parle souvent de l'orientation sur le processus face aux objectifs. Certes, les objectifs sont importants, parce qu'ils donnent vraiment une direction, un cadre, une structure aux entraînements. Une course, une compétition, c'est aussi des moments qui nous offrent un environnement propice pour se dépasser et qui, bien souvent, de par leur caractère unique, restent plus facilement gravés dans notre mémoire. Et j'adore évidemment me fixer des objectifs. Mais je suis aussi amoureuse du processus, de la danse répétitive des entraînements, de la satisfaction quotidienne de la séance bien menée. J'aime m'entraîner chaque jour et constater ma progression au fil du temps. Et si je veux pouvoir continuer à vivre ce processus, à vivre ce mode de vie, repousser un objectif est une décision beaucoup plus sage que de me lancer à corps perdu dans un défi qui a toutes les chances de me mettre à terre pour plusieurs mois. Je n'ai donc pas participé à l'Ultra Spartan du 4 juillet. Je n'ai aucune intention d'abandonner ce projet. Je vais simplement prendre le temps nécessaire pour que mon corps puisse encaisser ce défi sans en ressortir complètement détruit. Et pour que je puisse ensuite continuer à progresser dans le monde de l'ultra-endurance. Donc c'est un rendez-vous déjà pris pour 2026. Et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour revenir plus forte et plus endurante que jamais. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime ou de vous abonner pour me soutenir et me laisser vos commentaires. Je vous annonce aussi que maintenant que je me suis enfin installée de manière fixe en Valais, en Suisse, et que je peux consacrer davantage de mon temps et de mon énergie à mes projets professionnels, je suis en train de lancer une nouvelle offre de coaching en ligne consacrée à l'entraînement hybride. Alors si tu es un coureur ou une coureuse qui cherche à commencer la musculation ou l'entraînement de force, ou si tu viens du monde de la musculation et que tu veux te mettre à la course à pied, si tu veux préparer des courses, ou si tu fais déjà un peu d'entraînement de résistance en salle et de course, mais de manière un peu déstructurée, et que tu as envie de passer au niveau supérieur pour progresser de manière plus régulière, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Je t'ai mis un lien en description qui te permettra de fixer un appel vidéo avec moi pour discuter de tes besoins et de tes objectifs et pour te présenter mon offre. Bien entendu, c'est un appel totalement gratuit, sans aucun engagement, sans pression.
C'est juste pour voir si moi, je peux t'aider à atteindre tes objectifs et si ce que je propose te parle et pourrait éventuellement te convenir et t'aider. Mais bien sûr, tu es toujours le ou la bienvenue sur ma chaîne. Je vais toujours continuer à produire du contenu vidéo gratuit et informatif. En attendant, continue d'explorer chaque jour ton potentiel et on se retrouve bientôt lors d'un appel ou dans une nouvelle vidéo.